Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis chargé de dire deux mots pour introduire donc cette table ronde inaugurale, mais je voudrais juste avant, non pas me lancer dans un grand discours, je vous rassure, mais vous remercier d'être si nombreux ce soir, parce que c'est extrêmement réjouissant. Je ne m'en rendais pas compte quand j'étais assis, mais alors maintenant que je me suis levé, je vois que vous êtes très très nombreux. Merci, parce que quand on prépare un festival, on fait en sorte que le programme soit le plus riche et intéressant possible, c'est ce qu'on espère. Mais enfin, le plus important, c'est que les gens soient au rendez-vous, c'est-à-dire c'est vous, c'est le public. Donc on espère que vous serez contents, mais vraiment c'est très réjouissant. Alors pour cette table ronde, pour lancer en fait le festival, on a souhaité justement prendre du recul, de la distance sur des questions d'actualité très, très urgentes. Et donc pour cela, on a demandé à deux anthropologues de dialoguer, peut-être de débattre sur les questions que posent aujourd'hui les questions liées à la nature. Alors pour cela, on aura d'une part Philippe Descola, que vous connaissez toutes et tous, qui est professeur au Collège de France, spécialiste de l'Amazonie, mais qui est aussi l'auteur d'une œuvre majeure de l'anthropologie contemporaine qui nous a aidés à repenser les relations que les sociétés entretiennent avec les différentes sociétés humaines, avec la nature. Et puis nous aurons Judith Schelle, qui est anthropologue aussi, qui est directrice d'études à l'EHESS et qui est installée ici à Marseille au centre Norbert Elias. Et pour animer le dialogue, pour les faire débattre, nous aurons Julie Clarini, journaliste au Monde, spécialiste des idées, des essais, qui sait parfaitement ce que c'est que de faire circuler les savoirs des sciences sociales dans l'espace public. Et nous la remercions beaucoup d'avoir accepté de participer à ce débat, de même que nous remercions donc nos deux intervenants. Merci à vous. Alors je vais aller très vite parce qu'on a présenté déjà Philippe Descola et Judith Schelle, Antoine Lilti l'a fait très bien. On va juste les écouter jusqu'à 19h30, dialoguer tous les deux, dialoguer autour du thème qui est celui de cette année, donc qui est la nature, en finir à la nature, et puis chemin faisant, je l'espère, et essayer de comprendre ce que c'est une science sociale, ce que ça fait et peut-être à quoi ça sert. En tout cas, disons l'anthropologie, puisqu'on a ici deux représentants de cette discipline avec nous. Alors, je vais aller très vite et je vais aller tout de suite au plus chaud, si j'ose dire, et d'ailleurs sans mauvais jeu de mots, à l'actualité. Philippe Descola, on est au surlendemain du sommet pour le climat de l'ONU. Tout l'été, et on a eu des nouvelles extrêmement inquiétantes de l'Amazonie. Je crois que le niveau de déforestation, la déforestation cette année a augmenté de 88%. Elle était déjà inquiétante l'année dernière, elle a quasiment doublé cette année. Est-ce que vous êtes inquiet, très inquiet, ou finalement ce sont des phénomènes médiatiques dont il faut se méfier ? Il y a des effets de seuil. Ça fait très longtemps que l'Amazonie brûle. Je me souviens, il y a quelques années, il y a presque 20 ans, j'avais atterri dans une grande ville de Lacre, tout à fait dans l'ouest du Brésil. Et c'est un avion de ligne, mais il n'y avait pas d'atterrissage automatique. On a dû tourner pendant plus d'une demi-heure avant que la fumée se dissipe pour que l'avion puisse atterrir. Donc ce n'est pas un phénomène nouveau. Il y a un effet de seuil. Avec l'élection de Bolsonaro, les limites ont été franchies en sorte. Et les représentants de l'agro-business et les grands propriétaires terriens ont vu dans cette élection la voie libre, en quelque sorte, pour changer de régime, de vitesse dans la déforestation. Et de ce point de vue-là, je voudrais juste mettre l'accent sur quelque chose d'important. L'Amazonie, c'est une forêt qui est très largement anthropique. Elle a été fabriquée de façon non intentionnelle par les Amérindiens au fil des millénaires, par des techniques d'agroforesterie, des techniques de culture, dans lesquelles le brûlis joue un rôle. C'est-à-dire on crée une clairière, on va brûler la végétation et planter dans cette clairière à la fois des plantes cultivées, puis des plantes qui ont été transplantées, des plantes sylvestres qui ont été transplantées de la forêt. Et ce faisant, la structure même de la forêt
s'est modifié au fil des millénaires. Donc ce n'est pas le dernier morceau de nature sauvage dans le monde, c'est une forêt qui a été très largement transformée au fil des millénaires par les Amérindiens. Donc, pardonnez-moi, l'expression poumon de la planète, c'est oublier une partie du C'est oublier une problème. partie de l'histoire, c'est plutôt, on pourrait le définir comme un grand jardin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de rupture, si vous voulez, entre les jardins qui sont créés dans la forêt avec des plantes cultivées et des plantes sylvestres, et la forêt elle-même qui est l'objet d'une profonde transformation du fait de à peu près 8000 ans de techniques culturales. Et la différence qu'il y a entre ce brûlis qui permet de stocker les sédiments, les nutriments de la végétation, en général l'Amazonie c'est des sols pauvres, et elle ne devient fertile, c'est-à-dire qu'on ne peut la cultiver que grâce à la litière végétale qui se décompose et qui forme de l'humus. Et les techniques horticoles des Amérindiens exploitent comme d'ailleurs toute l'horticulture tropicale dans la ceinture intertropicale, exploite cette caractéristique et utilise les nutriments de la cendre, stockés dans la cendre, qui vont remplacer la litière végétale. Ce que font les grands propriétaires terriens lorsqu'ils brûlent la forêt, d'abord pour y mettre du bétail, c'est de transformer complètement ce système en faisant des lignes de défrichement de front qui rendent impossible la régénération de la forêt. C'est donc un changement d'échelle considérable qui aboutit non seulement à ce que l'environnement créé par les Amérindiens disparaît à grande vitesse, mais que aussi les sols sur lesquels on a longtemps cultivé grâce à cette technique extrêmement ingénieuse sont en train de se désagréger, de se détruire progressivement. Alors, vous connaissez cette forêt depuis la fin des années 70, où vous allez faire votre terrain là-bas. Vous y restez d'ailleurs plusieurs années. Mimotabou, ça fait un sacré paquet de temps. Vous en sortez une thèse que vous soutenez avec Claude Lévi-Strauss qui s'appelle La nature domestique et dont vous m'avez appris à l'instant qu'elle était rééditée. Et puis, quelques années plus tard, ce magnifique livre de littérature, je rajouterai même pas savante, pour moi c'est de la littérature, Les Lances du crépuscule, que je conseille à tout le monde, si c'est déjà fait, de lire. Alors, c'est une question peut-être un peu naïve et générale, mais cette forêt que vous connaissez, ce coin de forêt que vous connaissez, c'est-à-dire le domaine des Givaro-hachoirs qui sont du côté de l'Équateur, je crois, est-ce que vous l'avez vu changer en maintenant presque 40 ans vous y êtes retourné plusieurs fois? Est-ce que ça change à l'œil nu? Moins que dans d'autres parties de l'Amazonie, et pour une bonne raison. C'est que les Achuars et leurs voisins Chouars, nous y étions avec ma compagne Anne-Christine Taylor il y a quelques mois encore, sont des guerriers. Ce sont des gens qui ont su aussi exploiter la réputation de bellicosité qui les entoure. Les Jivaros, ils sont connus dans le monde entier, pour maintenir, pas toujours avec succès d'ailleurs, mais en tout cas pour essayer de maintenir une frontière qui ne soit pas trop poreuse. Il ne s'agit pas de vivre en autarcie. L'actuel président de l'ensemble des communautés amérindiennes de la totalité de l'Équateur, donc il y a un grand nombre de groupes ethniques, est un jeune Achuar que j'ai connu enfant. Et donc ils savent très bien utiliser les moyens que le monde moderne leur donne pour défendre leur place dans cet environnement. Ils sont très nombreux aussi, relativement nombreux, si vous voulez, pour des populations de forêt. Les Jivaros, c'est un terme qui ne récuse maintenant, mais disons les gens qui parlent cette langue, le Jivaro, en Équateur et au Pérou, sont ils sont plus de 100 000. Et donc la possibilité qu'ils ont de résister à la spoliation territoriale, à l'invasion des terres, aux menaces que font peser l'exploitation minière, l'exploitation pétrolière, etc., est plus grande que si, lorsque c'est le cas au Brésil, quelques centaines d'Amérindiens localement obtiennent quelquefois une réserve. Ils ont beaucoup de mal, même si légalement ils sont une des terres protégées, à se protéger en fait de l'invasion effective
par des milices des propriétaires terriens. Donc, de ce point de vue-là, ça a moins changé dans cette région qu'ailleurs, et pour des bonnes raisons. C'est que quand on se défend, eh bien, maintenant on se défend, d'ailleurs, les Gévauds se défendent contre des compagnies. L'ennemi principal, ce sont des compagnies minières chinoises. C'est-à-dire que les ennemis varient au fil du temps. Alors, vous racontez dans vos livres que vous êtes parti là-bas parce que c'était un monde clos. En tout cas, c'est comme ça que ça vous apparaissait à l'époque. Je vais donner la parole à Judith Schill, qui, elle, a alors un terrain, je ne sais plus si Antoine Lilti l'a dit, mais qui est le contraire d'un monde clos, en tout cas qui pour nous, dans notre imaginaire, est juste un endroit qu'on traverse, qui est le Sahara. Vous savez, ce qu'on se représente comme un grand vide qu'on traverse pour aller d'une partie de l'Afrique à l'autre. Est-ce que vous pourriez nous dire justement, est-ce que vous avez peut-être le vide, c'est peut-être le vide qui rapproche vos terrains de recherche à Philippe Descola et vous, c'est-à-dire ces espaces où on imagine qu'il n'y a personne? Peut-être, enfin, je pense qu'il y a peut-être plus de parallèles qu'on ne le penserait. C'est-à-dire, oui, il y a peu de gens. Déjà, c'est évident et ça a l'air très banal, mais ça veut quand même dire des choses sur la façon de vivre, la façon d'appréhender le monde où on vit. Il y a aussi des compagnies minières chinoises, d'ailleurs, qui font des grands dégâts. Il y a aussi disons, des points de vue externes qui voient cet espace, surtout un espace surtout vide, rempli de ressources, donc où on peut aller se couper sa partie dans le gâteau et essayer de mettre la main dessus. Donc je pense que les deux, c'est des régions qui ont toujours attiré des convoitises énormes, qui sont présentées comme des frontières de l'humanité où tout est à faire, où l'homme, surtout l'homme occidental, et je dis l'homme peut trouver son potentiel et créer ce qu'on peut appeler de la civilisation. Et puis c'est aussi des endroits du coup où les gens ont toujours été, peut-être pas conscients, mais ils ont toujours eu à composer avec l'image qu'on avait d'eux, et qui est une image qui est très liée à l'idée de la nature d'une certaine façon. L'idée, comme l'Amazonie n'est pas créée, n'est pas une nature pas créée, mais c'est un système qui a toujours inclus les hommes. On peut dire la même chose du Sahara. Le Sahara n'est pas la nature intouchée, même au plus loin du Sahara, il y a des gens qui ont fait des choses, qui ont créé des niches pour pouvoir vivre avec les animaux qui sont là, avec les organismes qui sont là. Donc c'est aussi une nature créée. Même si nous, on a l'image des dunes de sable vides, ce n'est pas des endroits vides de vie, mais c'est des endroits qui ont créé des moyens de vivre qui sont différents des nôtres et qui, du coup, nous attirent en tant qu'anthropologues et nous permettent de poser des questions autrement, des questions qui nous intéressent tous. Donc, d'une certaine façon, c'est des endroits très loin, mais des endroits qui sont très proches de nous et qui devraient l'être. Oui, ce sont des endroits relativement difficiles aussi pour les anthropologues, avec des conditions de vie qui sont pas évidentes, en tout cas quand on est habitué du confort moderne urbain. Pourquoi est-ce que on reposera la question à Philippe Descola tout à l'heure pour l'Amazonie, pourquoi est-ce qu'on choisit, quand on est une jeune anthropologue, d'aller au Sahara, de choisir le Sahara comme terrain de recherche? Bon, il y a toujours deux réponses d'une question. Enfin, comme tous, on fait des choix et souvent il y a des raisons qui sont pas vraiment des bonnes raisons après, qu'on met pas sur le CV. Il y a des raisons pratiques. J'ai habité en Afrique de l'Ouest, j'y suis rentrée en stop pour reprendre des études et du coup j'ai traversé le Sahara et ça m'a impressionnée parce que en gros j'ai rien compris. Et moi j'ai fait des études d'anthropologie et je pense que c'est ça le but de l'anthropologie, c'est de poser des questions fondamentales sur comment on pense le monde, comment on nous pense nous et le monde entier. Et dans le but de déstabiliser ce qu'on a l'habitude de penser, nous. C'est-à-dire, on est comme des poissons dans l'eau de nos imaginations, des catégories qu'on pense fondamentales, vraies, universelles. Et la seule façon de s'en défaire, c'est d'aller très loin pour se rendre compte que c'est très spécial, c'est particulier, c'est le résultat de notre histoire à nous. Et du coup, d'aller très loin, d'aller dans un endroit qui sont très différents, qui forcent je ne dirais pas par la nature, mais par le moyen de vie qui est très différent, à nous poser des questions tous les jours sur les catégories les plus basiques, sur ce qui est une femme, ce qui est un enfant, ce qui est la nature, nous permettent après de revenir et justement de réfléchir pas qu'on s'est trompé, mais pourquoi on pense comme on pense. Et évidemment, la façon qu'on a de penser, nous, qu'on partage plus ou moins ici,
ne marche pas très bien. On a vu, on nous a mené, donc d'aller loin, d'aller vers les frontières, ça nous permet de revenir, de réfléchir. Donc il y a des raisons contingentes, si on veut, il y a aussi des raisons scientifiques pour s'y pousser. Et je pense que l'anthropologue doit d'une certaine façon toujours chercher à se rendre vulnérable, parce que c'est dans la vulnérabilité qu'on est insécure, qu'on commence à réfléchir des choses basiques. Et cette vulnérabilité, on peut la trouver partout, on peut la trouver ici à Marseille, on peut la trouver très loin, mais elle est fondamentale à ce qu'on essaie de faire en tant que chercheur en sciences sociales, je pense. Alors ça, c'est un mot que je n'aurais pas pensé entendre dans le débat, la question de la vulnérabilité. Philippe Descola, quand vous partez, vous êtes jeune homme, vous partez donc en Équateur, et là aussi, vous cherchez une forme de vulnérabilité. Il y a quelque chose comme ça qui est en jeu. L'Amazonie, on en parle depuis très longtemps, comme on parle du Sahara en Europe, bien avant que l'anthropologie n'existe. Et donc, on a forgé les Européens se sont forgés des conceptions qui se sont transmises au fil des siècles et dont nous sommes les dépositaires. Et alors, pour l'Amazonie, il y a deux histoires qui dominent depuis le XVIe siècle. C'est d'abord que ce sont des gens qui sont très près de la nature. Alors, parce que ils vivent dispersés, et les façons d'envisager cela sont soit positives, soit négatives. Soit ce sont des philosophes nus, comme les définissait Montaigne, qui vivent des fruits qu'une nature généreuse leur dispense, et qui passent leur journée à discuter de problèmes philosophiques en se balançant mollement dans des hamacs. Ou bien ce sont des brutes sanguinaires qui s'entretuent, qui se mangent, et qui sont donc, dans l'un et l'autre cas, au fond, des appendices de la nature. Et ça, c'est quelque chose qui court depuis le XVIe siècle, au fond, jusqu'au XXe. Et cette constance, au fond, dans la vision qu'avaient les Européens des populations des basses terres de l'Amérique du Sud, m'avait intéressé. Et c'est pour ça que moi, je suis parti là-bas, non pas en quête de primitivité ou d'authenticité, mais simplement pour essayer de comprendre comment des gens s'adaptaient à un environnement, à un milieu qui, en l'occurrence, n'avait pas été beaucoup transformé. Il n'y avait pas de salariat, il y avait peu d'outils métalliques, il y avait pas les gens ne travaillaient pas dans des plantations. Donc c'était vraiment à l'écart du monde. C'était pour ça que cette région m'intéressait. Et une hypothèse que j'avais faite, c'est qu'au fond, l'autre courant de pensée qui avait marqué les Européens, c'était le fait que les Amérindiens n'avaient aucune des institutions reconnaissables au moyen desquelles on définissait une société civile en Europe. Il n'y avait pas de religion, il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas même dans beaucoup de cas, il n'y avait pas de village, il n'y avait pas de groupe, ce qu'on appelle, nous, anthropologues, des groupes de filiation, des gens qui se organisent en groupe fondés sur la descendance, etc. Et donc ils vivaient dispersés dans la forêt, sans aucune des institutions reconnaissables. On disait au XVIe siècle, sans foi, sans loi, sans roi. Et l'hypothèse que j'avais vaguement formulée, c'était peut-être que les deux étaient combinés. C'est-à-dire que le fait qu'on les voyait comme étant, au fond, comme des appendices de la nature d'un côté et sans institution de l'autre, signifiait que pour eux, ce que j'appelais encore la nature à l'époque, était au fond inclus à l'intérieur de la sphère sociale, ou à l'inverse, que la société était en partie naturalisée aussi, et donc que les non-humains constituaient des interlocuteurs sociaux de même nature que les humains. Et pour ça, effectivement, le vide est important. C'est-à-dire que quand on sort d'une maison à Tchouar, on peut marcher pendant 40 km avant de trouver un autre humain. Même chose au Sahara. Et qu'est-ce qu'on a? Alors là, c'est un peu différent du Sahara. On a des dizaines de milliers de formes de vie avec lesquelles on est en contact, en interaction constante. Ce vide, il faut le souligner aussi, il est en partie créé. C'est-à-dire que ça a été l'effet du grand choc des maladies infectieuses après la conquête, qui a disloqué cet univers en éliminant à peu près entre 80 et 90% de la population. Donc les Indiens d'Amazonie qui sont soumis maintenant à la spoliation territoriale,
aux invasions par les milices des grands propriétaires terriens, etc., ont connu, au fond, depuis plusieurs siècles, l'expérience de la catastrophe. Ils sont beaucoup plus que nous, au fond, comme c'est le cas, je crois, pour beaucoup de populations qui vivent à la périphérie de la modernité, disons, dans le monde. Ils sont peut-être beaucoup mieux préparés que nous à affronter la catastrophe, parce que la catastrophe, ils la subissent depuis beaucoup plus longtemps que nous, par le contact colonial avec les puissances européennes en particulier. Mais alors, si je m'apprêtais à vous poser une question, ou à vous essayer de vous extorquer un aveu, c'est que tous les deux, finalement, vous étiez quand même des anthropologues types, c'est-à-dire l'idée que le grand public se fait de l'anthropologue, c'est-à-dire celui qui va très loin, et donc que vous avez quand même au fond de vous un goût pour l'exotisme. Et quand je vous entends, je me dis que vous avez plutôt un goût pour la désorientation, c'est-à-dire arriver quelque part où on va rien comprendre. C'est ce que disait tout à l'heure Judith Schill. C'est ça qui vous intéresse? Oui, je pense en partie, c'est ça ce qui fait tilter, ce qui motive. Et je pense, mais comme j'ai dit, c'est quelque chose qu'on peut trouver. On n'a pas besoin de voyager, d'aller très loin, forcément. Oui, mais vous, quand même, vous choisissez d'aller très loin. Oui, c'est clair. C'est un choix personnel. Après, il faut dire que le Sahara est très différent de l'Amazonie, dans le sens où, oui, on a l'impression que c'est vide, mais c'est pas du tout des gens qui sont en marge de la modernisation. Moi, j'ai travaillé avec des trafiquants de cocaïne, si vous voulez, en partie, et d'autres commerçants du Sahara. Ça reste des Sahariens qui ont aussi, c'est aussi des pasteurs, c'est aussi autre chose. Et je pense pas que ça soit un changement très récent. C'est des gens aussi qui ont connu la catastrophe ou les crises. C'est des sociétés qui sont toujours en crise. Et pour des fois des raisons environnementales, mais qui vivent dans une région difficile et qui ont su s'adapter à ne pas pouvoir prévoir quoi que ce soit. Donc c'est des gens très flexibles. La grande réponse qu'ils ont trouvée, c'est la mobilité, c'est la flexibilité. On parle des sédentaires, des nomades au Sahara. Souvent, c'est vraiment des formes très fluides. Les gens s'inventent commerçants, ils s'inventent migrants aujourd'hui. Il y a des catégories qui ne sont jamais juste les catégories qu'il faut. On arrive toujours en retard parce que la réalité, elle change très vite. Donc ce côté, c'est des gens qui sont posés à côté peut-être, mais qui sont très très conscients de la modernité par ce fait, parce qu'ils sont marginaux. Donc c'est des mouvements, c'est des sociétés pas du tout closes, c'est des sociétés en mouvement, en interrelation, et ça a toujours été comme ça, dans le sens où même si on essaie de trouver des idées ou la provenance des idées, les idées sont toujours déjà là. Donc il n'y a pas non plus l'État, mais l'idée de l'État est là, parce que c'est des sociétés islamisées, avec une littérature de plusieurs siècles, avec des manuscrits. C'est des gens qui ont toujours été en contact avec nous, avec le monde, avec l'Afrique subsaharienne. Et de ce fait, il y a une grande expérience de ça, qui ont été colonisés, oui, ils ont été colonisés de manière plus ou moins marginale, parce qu'il n'y a pas grand-chose à en tirer, si vous voulez, donc moins qu'ailleurs en Afrique, mais qui ont toujours eu à composer avec les gens de l'extérieur, aussi parce que personne au Sahara peut vivre du Sahara. Donc c'est tous des gens, il faut toujours aller chercher ailleurs pour ramasser des choses pour pouvoir vivre. Du coup, c'est des gens, c'est des experts en hospitalité, c'est aussi des guerriers, si vous voulez, ça vient ensemble. Et c'est des experts en diplomatie, forcément. Donc c'est des sociétés en mouvement, des sociétés connectées, de fait. Sinon, il n'y a pas de vie possible. Donc c'est plus ouvert, si vous voulez. Oui, mais on remarque quand même pas mal de points communs, finalement, entre ces deux espaces. Vous disiez tout à l'heure, Philippe Descola, que vous vouliez aller voir. Il me semble qu'à l'époque, on posait un peu la question comme ça. Comment un peuple s'adaptait à son environnement? Aujourd'hui, c'est devenu une formulation qu'on n'emploie plus. On ne dirait plus ça. Pourquoi est-ce que cette question, elle a disparu? Est-ce que c'est par peur du déterminisme, peut-être, justement, par peur que la nature donne la réponse? Je suis parti sur le terrain, effectivement, pour étudier cette question. Comment une société s'adapte à son environnement. Puis quand j'en suis reparti, je me suis rendu compte à quel point la question était absurde. D'abord parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, cet environnement, il a été en partie façonné, donc on ne s'adapte pas. C'est une niche écologique qui a été créée par les Amérindiens. Mais surtout, ce que j'appelais encore la nature, je suis philosophe de formation, donc la nature joue la culture, ces concepts jouent un rôle central dans la pensée européenne. Et tous ces concepts que j'avais emmenés avec moi dans ma musette d'ethnographe ont volé en éclats. Et la vulnérabilité dont tu parlais tout à l'heure, c'est bien ça. C'est une vulnérabilité
c'est pas une vulnérabilité physique, on risque pas plus en Amazonie qu'on risque n'importe où ailleurs. C'est une vulnérabilité conceptuelle, mentale, d'un confort intellectuel qui tout d'un coup vole en éclats. C'est ça qu'on va chercher, c'est-à-dire on va quelque part pour être secoué, sortir de ses certitudes sans savoir véritablement comment ça va aller. C'est pour ça que j'ai quitté la philosophie aussi, pour faire du terrain. Et ça a marché. Ça a marché parce que la plupart des concepts que j'avais emmenés avec moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, se sont révélés inopérants. Et l'un des résultats, au fond, de ce long terrain, c'est que quand je suis revenu en France, d'abord j'ai trouvé que c'était beaucoup plus inconfortable en France que ça. Je crois que c'est le cas de beaucoup d'anthropologues qui ont fait un terrain un peu profond, si je puis dire. C'est que ce qui m'a particulièrement frappé, c'est donc j'étais dans une société où il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas d'argent. Et j'étais frappé en revenant par ce que Marx a appelé le fétichisme de la marchandise, c'est-à-dire le fait que les relations entre les gens sont médiatisées par des marchandises. Ici, j'avais appris ça comme philosophe, je savais ce que j'étais capable de faire un cours là-dessus, mais ça m'a sauté au visage, c'est devenu insupportable. Insupportable, ça continue à l'être d'ailleurs. Et c'est des choses, c'est des expériences de ce type-là. C'est donc ça n'a rien à voir avec l'exotisme en fait. On est plongé dans un bain qui vous bouleverse complètement et qui va déterminer par la suite l'ensemble des questions qu'on va se poser et la direction de recherche que l'on va mener. Et l'une des découvertes que j'ai faites là-bas, c'est qu'effectivement la nature, ça n'a aucun sens. C'est un concept qui pour les Amérindiens ne signifie rien. Il n'y a aucune façon de traduire le mot nature dans une langue amérindienne, d'ailleurs comme dans la plupart des autres langues humaines en dehors des langues européennes, et que donc cette idée de nature qui a joué un rôle si important chez les modernes à partir du XVIIe siècle, même un peu avant dans les images par exemple, a joué au fond le rôle d'un coagulant. Heidegger l'avait dit d'une certaine façon, c'est un concept qui est très intéressant parce que c'est un concept vide mais qui permet de structurer, de définir par contraste tout un ensemble d'autres concepts. Donc c'est des systèmes d'opposition, la nature et l'art, la nature et la société, la nature et la culture, la nature et le droit, etc. etc. Et on se rend compte, je me suis rendu compte en revenant à quel point à la fois ce concept était complètement eurocentré et en même temps avait joué un rôle absolument central dans la définition que les modernes en Europe s'étaient donné eux-mêmes et de leur trajectoire historique. Et le projet la vulnérabilité, en fait, s'est transformé en un projet scientifique et politique, d'une certaine façon. À mon retour, je me suis dit, puisque la nature n'existe que pour les Européens, il faut essayer de comprendre ce que c'est pour les autres, pas simplement en Amazonie, mais ailleurs. Donc c'est devenu ce que j'ai fait à l'école des hautes études en sciences sociales, parce que j'étais, avant d'être au Collège de France, et même lorsque j'y étais encore, à l'école des hautes études en sciences sociales. Alors, Judith Schill, cette question qu'on avait dans nos manuels, comment l'homme s'est adapté à l'environnement, avec un petit côté Montesquieu derrière, elle disparaît aujourd'hui, j'ai l'impression, de l'anthropologie. Mais au profit de quoi alors? Comment est-ce qu'on parle de la nature? Est-ce que ça veut dire je pensais à ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que ça veut dire qu'au lieu de se dire en fait la vie est rude parce qu'il n'y a pas assez de calories par jour, on se dit on va plutôt regarder quand est-ce que les gens considèrent qu'ils vivent bien? C'est ça, en fait on change le rapport à la nature, on essaye de le désobjectiver, de le subjectiver. Oui, enfin, je pense déjà vraiment de l'opposition culture-nature, on n'en parle plus. On en parle peut-être pour comprendre l'histoire de l'Europe, mais je pense qu'on a compris que ce n'est pas quelque chose qu'on peut projeter ailleurs. Après, il y a des travaux on essaie de comprendre ce que c'est la nature, mais comme tu l'as dit, en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve ailleurs. On ne trouve pas non plus au Sahara. Je t'avais raconté, quand j'étais arrivée dans le sud algérien, j'ai aidé une jeune fille à faire ses devoirs de français. Elle ne parlait pas très bien français. Et c'était des manuels qu'on trouve, c'est la brousse, même du point de vue d'Alger. Donc c'était des vieux manuels et il y avait un truc sur la forêt et elle ne comprenait pas ce que c'était une forêt, donc je lui disais Rabab, il y a un mot arabe. Et puis elle me regarde, j'explique et puis elle sourit, elle dit ah oui c'est Nakhla, c'est une palmeraie. Mais bien sûr une palmeraie c'est pas la forêt naturelle qu'on s'imagine, c'est quelque chose fait par l'homme, c'est un jardin.
Et ça aussi c'est nous, parce qu'on a l'idée du paradis en arabe, c'est un jardin. Donc on a aussi cette image-là de la beauté naturelle qui est comme ordonnée et faite par l'homme, mais il n'y a rien d'autre de ça. Donc il n'y a pas l'opposition culture-nature, il y a l'opposition des espaces de vie et puis des espaces de non-vie qui sont vides, le plein et les vides. Et la vie est souvent définie par une idée de Dieu, de baraka. On peut y vivre parce qu'il y a la volonté divine, il y a une espèce d'esprit de vie qui est là. Mais aussi par le fait qu'il y a des gens qui communiquent. Donc la société est faite par la parole, par les mots, et on cherche, et je pense là c'est très différent de l'Amazonie, même des gens qui sont très seuls, ils cherchent à éviter la solitude. Et l'opposition qui est donnée à la civilisation, c'est souvent la solitude. Donc on cherche à communiquer, on cherche à se souvenir des histoires, à maintenir les liens, même s'il y a quand même les pasteurs, surtout les jeunes femmes, qui vont passer tous les jours, ils sont tout seuls avec les chèvres dans les montagnes, donc elles vont plus parler aux chèvres, mais ce qui compte, c'est de parler aux autres hommes, parce que c'est comme ça qu'on devient humain. Avec toujours la conscience que la vie, donc c'est pas la culture, la civilisation, vraiment la vie, la plénitude de vie, est très très fragile, parce que c'est effectivement des coins aussi difficiles. Et les gens vont dire, pareil, on revient, ils ont tous vécu, ou ils ont des souvenirs par leurs parents des crises alimentaires sévères. Et ils savent que dans un des moments des famines, la civilisation peut disparaître, les gens peuvent commencer à se comporter comme des animaux. Et la distinction, elle n'est pas faite comme nous on la ferait, parce que par l'idée que nous on a un esprit, on a un âme, et les animaux non, mais par l'observation des interactions sociales des animaux qui ne sont pas comme les gens. Donc en fait la société commence là, où les animaux ne sont pas comme les gens parce qu'ils ne partagent pas la nourriture, parce qu'ils ne savent pas parler, et parce qu'ils n'ont pas honte. Donc les humains sont différents, mais à des moments des crises, on peut devenir comme des animaux, parce qu'au moment de famine, les hommes ne partagent plus la nourriture non plus. Donc c'est vraiment une définition par la société qui est valorisée comme vraiment le plus haut de la civilisation, mais qui n'est jamais vraiment là. On essaie toujours de l'avoir. C'est un projet qu'on a, c'est un projet qu'on essaie d'atteindre, et qui est après conjugué avec la tradition islamique qui intègre ça très très bien. Donc nature comme catégorie, non, ça ne marche pas non plus. Adaptation, une autre question. Au Sahara, on a toujours dit, oui, les pasteurs s'adaptent, ils suivent, mais bon, c'est la même histoire. Ils créent aussi des pâturages, on crée des oasis. Et il y a des sociétés qui sont complètement... Ils ont l'air d'avoir lu des manuels d'adaptation et de vivre en sorte pour donner la preuve que ce n'est pas du tout comme ça. Donc, par exemple, les sociétés Toubou, j'ai fait mon dernier terrain, c'est une société où on gaspille l'eau, on gaspille la viande, il y a toute une rhétorique de générosité immédiate, de ne pas penser à l'avenir, mais de faire des choses là tout de suite. D'où aussi l'idée, on essaie d'avoir autant d'animaux, même si on a trop pour le pâturage. Il n'y a pas d'idée d'équilibre, c'est vraiment une idée de, quand on a quelque chose en partage, on en profite tout de suite, ce qui est très déroutant quand on arrive. D'être dans une oasis où les gens mettent de l'eau par terre pour rafraîchir l'atmosphère pour 10 minutes, où il n'y a pas assez à boire, très souvent, c'est vraiment déroutant. Donc on essaie de comprendre, mais adaptation, ça ne nous amène pas très 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 loin. Oui, on peut être absolument inadapté. Et peut-être que nous pourrions aussi avoir un regard extérieur qui nous dirait à quel point, justement, nous sommes par exemple inadaptés aux défis qui sont devant nous, qui sont par exemple les défis climatiques. Nous avons beaucoup de mal à adapter notre comportement à ce que nous savons. Mais je voudrais vous poser une question proche de celle du témoignage de Philippe Descola à l'instant. Quand vous rentrez, vous, du Sahara, qu'est-ce qui vous saute aux yeux ? Vous dites là-bas, ce qui compte, c'est de parler aux humains, de partager la nourriture et de savoir avoir honte. Quand vous rentrez en Europe, il y a des choses où vous vous dites vraiment c'est bizarre ici. La chose qui m'a frappée le plus, les 3 fois j'ai fait 3 terrains très longs de plus d'un an et demi à chaque fois, c'est la solitude, justement. Donc on arrive du Sahara, qui quand même, comme on dit, c'est imaginé comme un lieu de solitude, et on arrive dans les sociétés où les gens ne se parlent pas. Ils ne partagent pas la nourriture d'ailleurs. Hein. Il y a des restaurants, il n'y a même pas de mur entre les tables, les gens y mangent juste. Donc ça, c'est toujours choquant. Après, ça devient assez banal, mais vraiment cette idée de se retrouver juste tout seul, ça fait très peur. Et après, c'est aussi la vie des universitaires, d'étudiants. On est souvent très très seul. Et c'est juste pas imaginable. Et l'autre truc qui m'a frappé déjà sur place, j'étais une fois avec des camionneurs qui font l'aller-retour entre l'Algérie et le Mali. Avec un grand camion, on était allongés là. Il y avait un jeune apprenti, donc on parlait de l'Europe et tout ça. Et c'était parce qu'on était bien, là, on était allongés, il y avait les étoiles, c'était parfait. On arrivait au Mali, il y avait un peu de pâturage, c'était beau, c'était pas le désert justement. Et qui me disait,
est-ce que chez vous c'est pareil? Est-ce qu'on peut s'allonger comme ça? Je dis bah non, on peut pas. En fait, la terre appartient aux gens, donc on paye, même quand on veut dormir par terre. Puis il dit rien, et puis Muriel me dit mais vos chameaux, vous les mettez où? Et c'est ça, ils ont raison, c'est cette pauvreté. Enfin, quand j'ai dit on n'a pas de chameaux, ils pensaient qu'on est dans une pauvreté absolue, ce qui bien sûr absurde et presque obscène parce qu'on a tellement de choses. Mais voilà, c'était profond. Et il avait raison, d'un certain niveau, il avait complètement raison. Alors, Philippe Descola, vous insistez tous les deux, et ça me frappe sur le fait qu'il n'y a pas de nature naturelle. Bon, pour nous, c'est quand même très difficile à comprendre. C'est quelque chose d'extrêmement inscrit dans nos cadres mentaux. Comment est-ce qu'on fait pour essayer de sortir de cette idée-là? Parce que partout, elle se rejoue, et y compris les peuples dits premiers, enfin, on ne sait pas comment les appeler, avec tous ces adjectifs qui sont chaque fois contestés et contestables, jouent avec notre appétit pour la proximité avec la nature, la vraie nature. Il y a un folklore qui n'est pas construit uniquement par les Occidentaux, mais avec lesquels jouent aussi les peuples dits premiers. Alors comment on sort de tout ça? Parce qu'on comprend bien qu'une façon de reposer la question, ce serait d'en finir justement vraiment avec la nature, mais c'est bien difficile. Oui, il joue avec cette idée maintenant, parce que les 10 peuples premiers se sont aperçus que, au fond, ils étaient perçus par le monde occidental, moderne, impérialiste, quel que soit le terme que vous appliquez, comme étant proches de la nature. Et c'est un peu un paradoxe, parce qu'au fond, pour être proche de la nature, il faut être proche de quelque chose qui existe. Or, la nature n'existe pas pour eux, donc c'est une absurdité complète. Il y a un poème de Pessoa qui est, en fait, a parfaitement dit ça, Fernando Pessoa. Il dit j'ai vu qu'il y avait des fleurs, des prés, des arbres. J'ai vu qu'il y avait des rivières et des montagnes. Mais l'idée que tout cela forme un tout est une maladie de nos idées. Une maladie de nos idées. Et au fond, alors, on peut dire que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un concept qui a un rôle à la fois politique, épistémologique, économique aussi, à partir du XVIIe siècle, qui joue donc un rôle central, mais dont il faudrait peut-être se débarrasser. Donc le titre est très bien trouvé, parce qu'en finir avec la nature, c'est de deux façons. En finir avec la nature, avec ce concept qui a joué ce rôle très important et qui, au fond, a transformé par cet éloignement des sujets humains, individuels et collectifs, de l'environnement non humain au sein duquel ils évoluent et avec lequel d'autres peuples, d'autres civilisations entretiennent des rapports continus. Donc cet effet de soustraction qui a joué un rôle considérable, les non-humains devenant une ressource, les non-humains devenant un objet d'enquête et d'investigation, ce qui a contribué évidemment au développement de ce qu'on a appelé les sciences positives. Mais ce mouvement de retrait, il ne s'est pas produit ailleurs. Et il a comme conséquence, notamment, ce n'est pas la seule raison, la dévastation, en somme, des milieux, qui n'est pas non plus complètement inconnue ailleurs, pour d'autres raisons, mais qui a pris une ampleur considérable. Donc en finir avec la nature, c'est en finir avec une façon de voir les choses que moi j'ai appelé le naturalisme, précisément, et qui, je pense, est en partie responsable de la grave crise écologique au sens large que nous traversons. Mais en finir avec la nature, c'est aussi notre futur immédiat, c'est-à-dire en finir avec la nature telle que nous la concevons, c'est-à-dire en finir avec des formes d'interaction avec les non-humains qui sont devenues impossibles à maintenir, en partie parce qu'elles étaient... au fond, on peut faire un bref rappel historique. L'émancipation en Europe est couplée avec l'idée que la liberté individuelle et collective est rendue possible par l'enrichissement ou par la croissance des matériels, ce qu'on appelle maintenant la croissance, tout simplement, le taux de croissance.
Et cette promesse d'un couplage entre les deux, il est devenu maintenant évident qu'elle n'est plus possible. C'est-à-dire qu'elle était fondée sur une exploitation des ressources conçues comme illimitées, avec des progrès conçus comme illimités, des techniques permettant de les extraire, ces ressources. On sait maintenant que c'est plus possible. Et donc on est confronté au fond maintenant à une crise de civilisation, de modèle, quel que soit le terme qu'on peut employer, qui fait que ce sur quoi nous vivions depuis le XVIIIe siècle, au fond, n'est plus possible. Et il importe, c'est pour ça je pense que l'anthropologie a un rôle qui va au-delà de celui de l'analyse de réalités qui peuvent paraître périphériques, etc. L'anthropologie réfléchit sur des expériences de vie qui ont été menées ailleurs et qui, par contraste, montrent à quel point notre expérience de vie à nous peut être problématique, mais en même temps fournit non pas des instruments pour des transpositions, mais des stimulations intellectuelles pour penser des directions différentes que celles dans lesquelles nous sommes engagés. Il ne s'agit pas de dire qu'on va vivre comme des Toubous, des Touaregs ou des Atchouars, bien sûr, ça n'a aucun sens. Mais le fait que les Toubous, les Touaregs, les Atchouars et bien d'autres peuples ont inventé collectivement des formes d'être ensemble, des formes d'habiter le monde qui soient très différentes des nôtres, est une extraordinaire stimulation pour nous inciter nous-mêmes à inventer une forme différente d'habiter le monde, en tout cas différente de celle qui s'est développée au fil des derniers siècles. Vous êtes d'accord, Judith Schill, avec cette idée que l'anthropologie, finalement, ça sert à quelque chose aujourd'hui? J'espère bien, moi, je suis anthropologue. Hein. Non, vous savez bien que j'avais posé la question à Philippe Descola quand j'avais fait un portrait de lui il y a quelques années. Il avait dit les sciences sociales, tout leur donner, ne rien leur demander. Alors, je vous demande si vous servez à quelque chose. Oui, et je suis d'accord aussi qu'il faut... Parce qu'en fait, on est dans un monde d'experts où on nous demande souvent d'intervenir dans les débats en tant qu'experts. Et très souvent, ça ne sert à strictement rien, pas seulement parce qu'on ne nous écoute pas, mais parce que justement, les questions, les catégories qui nous sont posées là ne servent à rien. Et souvent, on est juste là pour légitimer ou peut-être donner des données, comme on dit, data, qui est un peu différent de ce qu'on aura pensé. Mais en gros, ça passe inaperçu. Et c'est vrai qu'on a... C'est-à-dire il y a des choses qu'on sait en sciences sociales depuis très longtemps et qu'on répète, et les gens ils disent oui, et puis ça change rien. Donc c'est vraiment une question plus fondamentale. Il faudra qu'on essaye de changer pas seulement les réponses qu'on donne, mais les questions qu'on pose. Et ça, c'est autrement plus difficile. Et moi, je n'ai pas de recette pour. Mais je suis sûre qu'on a eu la même expérience, qu'on est à entretien après entretien. Nous, par exemple, sur les migrations à travers les Sahara, on a beau dire qu'en fait, il y en a très peu. De toute façon, il n'y a pas les déluges qui avaient arrivé en Europe. Les gens ne veulent pas écouter. Et donc, il faut se poser la question pourquoi. Ils ne peuvent pas. Pourquoi ces catégories ont tellement de poids, même si nous, en tant que scientifiques, on dit le contraire depuis 30 ans. Donc, ça, c'est une question. Et après, l'autre question des modèles, il y a la nature, il y a d'autres modèles qu'on trouve au Sahara. Le modèle on a beaucoup parlé de la désertification, par exemple, qui est pareil, qui a une catégorie qui a beaucoup de poids politique, qu'il a eu depuis l'époque coloniale. Donc, déjà, qu'on se méfie un peu. Et on ne sait toujours pas trop ce que ça veut dire, ce qui aide. Souvent, les choses qui ont le plus de pouvoir, c'est des choses qu'on ne comprend pas tout à fait. Et qui sont basées, je pense, fondamentalement sur des modèles de la nature, comme des systèmes équilibrés qu'on peut calculer avec des modèles mathématiques. Donc, on peut calculer combien de chameaux, combien d'arbres, et qu'on peut réparer. Donc, on peut conserver, je pense, toutes ces idées-là. Nous, il faut montrer que ça ne marche pas. On n'est pas un stade de l'histoire du monde où on peut conserver des choses. Tout bouge, tout change, et on a du mal à essayer de comprendre ça, mais ça veut dire qu'il faut trouver des nouvelles solutions. Le Sahel est la région du monde avec le taux démographique de croissance démographique le plus élevé du monde. Donc le Sahara va changer, le Sahel va changer. Ça ne veut pas dire que c'est un problème, mais il faut qu'on se défasse des modèles d'équilibre en faisant abstraction des hommes et qu'on essaye de trouver justement des moyens de vivre ensemble. Et ça, on ne peut pas le faire en posant les mêmes questions. Justement, il faut trouver d'autres questions. Il faut vraiment bouger les frontières des catégories qui nous servent à rien en ce moment. Alors Claude Lévi-Strauss, c'est une citation que vous aimez bien, que vous connaissez. Philippe Descola, Claude Lévi-Strauss disait, alors je ne la connais pas parfaitement, mais grosso modo que l'anthropologie c'était une science révolutionnaire.
face finalement à ces défis qui sont des défis énormes pour l'humanité aujourd'hui, c'est vrai qu'on vous entend tous les deux en train de nous expliquer qu'il faut revoir les questions avant de trouver les réponses, qu'il faut s'interroger sur ces mots, non seulement ces grandes catégories qui nous habitent, mais aussi ces mots qui nous font ces notions qui nous font penser le monde, hein, par exemple la nature naturelle ou la désertification. Il vient d'avoir un grand sommet à New Delhi sur la désertification. Donc si on écoute Judith Schill sur une chose dont on n'est pas trop sûr de la définition qu'on peut lui donner. Donc vous êtes là pour nous dire en fait, à nouveau finalement, désorientez-vous pour trouver la bonne voie. Oui, absolument. L'ethnologie comme science révolutionnaire, c'est un petit texte qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est une conférence que Lévi-Strauss a donnée devant un groupe de la CGT, à l'époque où il était encore un intellectuel socialiste, disons. Il était de retour du Brésil, de passage en France, je crois que c'est 37 ou 38, et à l'époque où il y avait un conflit au sein de la CGT entre la SFIO et le Parti communiste pour savoir qui allait remporter le morceau. Et lui a donc parlé devant des militants et des cadres de la CGT. Il a développé l'idée que c'était une science révolutionnaire parce qu'avec le recul qu'elle nous permettait, elle nous incitait à regarder nos propres institutions avec un regard détaché et donc à juger de leur qualité et surtout de leurs défauts. Et je pense que c'est une expérience que tous les ethnologues ont ressentie en vivant de l'intérieur, au fond, des formes de vie sociale qui diffèrent sur bien des plans des nôtres. On est incité à regarder les nôtres avec un certain scepticisme, et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, par l'anthropologie, c'est-à-dire par l'exercice de la comparaison, par la lecture que nous faisons des travaux des autres ethnologues qui travaillent dans des régions très différentes du monde. Nous sommes confrontés en permanence, comme le sont les historiens aussi bien sûr, à cette diversité des solutions et des expériences qui ont été menées pour vivre ensemble, pour habiter le monde, avec des critères qui sont totalement différents des nôtres. Et de ce point de vue-là, effectivement, cette désorientation nous incite à nous réorienter pour savoir, comme le disait Bruno Latour dans un petit livre, où atterrir maintenant, c'est-à-dire sur quelle terre devons-nous atterrir et de quelle façon. Et je pense que les sciences sociales ont ce rôle fondamental qui n'est pas un rôle, tu l'as bien dit, d'expertise. Le paradoxe de cette affaire, c'est que, au fond, les sciences sociales comme système d'ingénierie, il est en partie fondé sur un vocabulaire qui a été créé par les sciences sociales. Au fond, lorsque la presse et même le grand public s'exprime sur la vie sociale, elle emploie des concepts qui ont été forgés d'abord par la philosophie politique, la philosophie des Lumières, et aussi par les sciences sociales. La notion de société, par exemple, telle qu'on la conçoit ordinairement dans la vie courante, au fond, elle est quand même très tributaire, même si les gens ne le savent pas, de la conception que Durkheim avait de la notion de société. C'est un paradoxe que finalement on nous pose des questions qui sont mal formulées, mais qui sont formulées essentiellement à partir des concepts que les sciences sociales elles-mêmes ont produites. Et donc on est dans cette situation constamment ambiguë, au fond, de répondre à des questions qui sont mal posées, mais avec des concepts que, par ailleurs, nous nous efforçons aussi de transformer. C'est-à-dire, je fais partie de ceux qui pensent que la notion de société, telle que Durkheim l'avait définie, comme une instance quasiment transcendante, regroupant les humains et à partir de laquelle, au fond, le reste du monde peut être appréhendé par ce que les catégories de la vie sociale permettent de penser le monde, cette notion n'est plus tellement adaptée, au fond, aux analyses que nous produisons. Et donc, je pense que peut-être la façon dont nous faisons des sciences sociales maintenant aura peut-être un effet dans quelques années, je l'espère en tout cas, et notamment pour cette question.
Alors si c'est dans 200 ans, ça sera trop tard. Voilà, le destin de l'humanité sera peut-être joué, tout sera joué. Judith Schill, je trouve intéressant vraiment qu'on conclue cette discussion sur l'idée que, et d'ailleurs même nous journalistes, enfin la société de manière générale, voilà que j'emploie un grand concept inadéquat. Nous tous employons justement, nous vous posons des questions avec des mots qui charrient une histoire et sans doute une forme de décalage par rapport aux réalités d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut se battre quand on est de l'autre côté, c'est-à-dire quand on a justement compris un certain nombre de choses et qu'on est au fait de la science, de ce que les sciences humaines font aujourd'hui, pour essayer d'échapper à ces pièges-là? Parce que, bon, évidemment, il y a la Tour d'Ivoire, et puis il y a quoi alors? Comment faire des festivals? Des rencontres. Bien sûr, c'est aujourd'hui que le monde va changer. C'est difficile, je voudrais bien avoir la réponse. Après, j'y ai pas pensé. C'est vrai qu'on est victime de notre propre succès d'une certaine manière, parce que beaucoup de mots lancés, c'est même pas dur comme l'idée de la culture qui a été lancée il y a 40 ans, qui est devenue tellement, qui explique tout et rien et tout à travers maintenant. Donc d'une certaine façon, oui, si ça a été fait une fois, on peut peut-être le refaire. Est-ce qu'on a le temps? C'est une autre question. Mais oui, non, si vous trouvez la réponse, je suis preneuse. Après, je pense qu'il faut aussi faire attention. On en parlait d'autres façons de vivre. Et là, je parlais tout bout parce que c'était mon dernier terrain. Il ne faut pas non plus projeter l'idée des écologistes chez d'autres. C'est pas du tout ce qui se passe au Sahara. S'ils peuvent, les gens, ils veulent avoir des voitures qui roulent vite et autant de chameaux que possible et le dernier smartphone, et souvent ils l'ont. Donc faut pas non plus chercher tout ce qu'on ne trouve pas chez nous, il faut pas le projeter ailleurs. Ça marche pas non plus. Donc c'est vraiment une question d'écoute, de communication, je reviens de vulnérabilité et de savoir que nous, on n'a pas du tout les réponses à toutes les questions, qu'on n'en a pas du tout, on n'a même pas les bonnes questions. Donc d'humilité, c'est peut-être ça qui manque. Alors, je voudrais juste vous soumettre une citation de Margaret Mead, donc une grande ancêtre, une des premières anthropologues, qui est ce genre de citation, elle est peut-être complètement apocryphe, qu'on trouve sur les cartes postales. Mais moi, elle me trotte dans la tête très, très souvent, donc je vais vous la soumettre pour votre commentaire. Elle dit « Ne doutez pas qu'un petit groupe de personnes déterminées puisse changer le monde ». Ah oui. Enfin, je crois ça depuis très longtemps. Et j'ai essayé de le faire dans ma jeunesse comme on le faisait à l'époque, c'est-à-dire effectivement en militant dans des organisations léninistes qui pensaient qu'on pouvait changer le monde de cette façon. Et moi, je pense que maintenant, on peut le changer d'une façon... Je reviens de quelques jours passés à Notre-Dame-des-Landes, et où j'ai été absolument fasciné par l'intelligence réflexive et politique de la situation que traverse ce collectif très singulier, qui est né dans une lutte contre un grand projet d'aménagement et qui maintenant cherche à se stabiliser à l'écart, en somme, des formes administratives, politiques et économiques du capitalisme, sans répéter des erreurs qui ont été faites. Et j'ai été très frappé, effectivement, du niveau de connaissance qu'avaient comment les appeler, pas des militants, des communards peut-être, c'est-à-dire, puisque c'est des communes, qui cherchent à créer une expérience politique complètement nouvelle dans laquelle la nature joue un rôle important. C'est pour ça que je m'intéresse à cet endroit depuis longtemps, parce qu'il y a une identification profonde entre les acteurs humains et non humains. Et il y a d'abord les acteurs historiques, les paysans qui ont résisté, mais ils sont plus qu'une poignée au projet d'aménagement. Et puis il y a des gens qui sont venus s'agréger à ce noyau historique. Et ils sont venus là parce qu'ils ont senti, au fond, qu'il y avait là une manière d'habiter le bocage qui était tout à fait singulière. Et j'ai eu des conversations absolument fascinantes sur l'agroforesterie, précisément, avec il y a des morceaux résiduels de forêt dans ce bocage, sur la façon dont on pouvait effectivement traiter ces morceaux de forêt avec un œil extraordinaire pour la diversité biologique et surtout un profond sentiment d'identification aux plantes
et au milieu local. Donc là, c'est une expérience politique extrêmement originale qu'on peut essayer d'accompagner et qu'on peut essayer d'accompagner non pas comme un gourou, mais précisément en faisant bénéficier les gens qui l'amènent d'expériences qui ont été menées ailleurs, comme il y a d'autres expériences ailleurs. Je pense aux zapatistes, aux Chiapas. Mon premier terrain était au Chiapas avant d'aller en Amazonie et avant que les zapatistes n'existent aussi. Donc je pense que les anthropologues ont cette possibilité de circuler entre différentes formes d'expérience sociale et politique, et peut-être que les savoirs qu'ils ont pu grappiller de ci, de là, ils peuvent les faire circuler aussi, et que c'est peut-être un rôle qui n'est pas complètement idiot. Judith Schill, alors, un petit groupe de gens déterminés, d'anthropologues si possible. Je sais pas, après les petits groupes de gens déterminés au Sahara, avec des visions politiques différentes, c'est pas les écologistes en général, donc c'est autre chose, et c'est vrai, en venant du Sahara, c'est, sans vouloir être trop pessimiste, mais je pense qu'il faut retenir, en parlant de cette région du monde, c'est qu'il n'y a pas de crise naturelle qui ne soit d'abord une crise politique. C'est comme ça que les gens le vivent. Et c'est ça les questions auxquelles il faut s'adresser. On a commencé le débat en parlant de pourquoi aller dans les endroits lointains pour faire du terrain. Il y a aussi une raison, c'est qu'il y a beaucoup de ces endroits, notamment au Sahara, au Moyen-Orient de manière générale, où on ne va plus parce qu'on a peur, parce que c'est des endroits maintenant dangereux, parce que c'est des endroits en guerre, avec des terroristes de toutes sortes, terroristes entre guillemets, c'est aussi une catégorie très, très compliquée. Et il faut y aller, il faut parler avec, il faut essayer de comprendre. Ça aussi, c'est des projets de société qui nous plaisent beaucoup moins que Notre-Dame-de-la-Lande. Mais c'est ça aussi la jeunesse, il faut comprendre ce que les gens veulent. Ils ont des grandes colères, il faut comprendre ça, il faut comprendre les catégories qui émergent, il faut faire avec ce qu'il y a, pas seulement avec ce qui nous plaît, mais avec ce qu'il y a sur place. Et dans cette partie du monde, c'est ça. Il y a beaucoup de références à l'islam, il y a beaucoup d'autres recherches de justice sociale, et c'est ça ce qu'il faut comprendre dans leurs propres termes. Et souvent, ça peut devenir très violent. C'est pas forcément quelque chose qu'on aime beaucoup, mais il faut y aller, il faut continuer à voir ce qui se passe vraiment pour avoir cette distance vis-à-vis de ce qu'on dit. Et le Sahara, si on regarde la carte maintenant du ministère des Affaires étrangères, c'est tout rouge, on n'a plus le droit du tout d'y aller. Et c'est dans ces zones-là que la modernité aussi est forgée, par rapport au traitement des migrants notamment, par rapport au traitement des gens sur place, des mines, des exploitations des ressources. Et la moindre des choses qu'on peut faire, nous, c'est de dire ce qui se passe, de regarder, de dire, oh là, toutes les choses qu'on a dit, c'est pas des mensonges, mais c'est juste des mots qui n'existent pas. Les trafiquants d'êtres humains, tout ce qu'on veut, les terroristes islamistes, ça n'existe pas. Il faut trouver d'autres façons de comprendre, parce que pour le monde à l'avenir, il faut d'abord savoir arriver à se parler, à se communiquer, même à travers toutes les frontières qu'il peut y avoir. On n'a plus le choix. Il faut vraiment qu'on arrive à se parler, à s'écouter. Merci Judith Schill, merci Philippe Descola. Malheureusement, on n'a pas le temps pour les questions du public, mais il y a un buffet, donc de manière informelle, vous avez encore une chance peut-être de poser vos questions. Merci à tous.